On démarre comme d'habitude ce trend des marchés par les tendances boursières. Les bourses européennes ont clôturé en nette hausse. Les investisseurs misant sur une détente rapide au Moyen-Orient. Donald Trump semblant de plus en plus impatient à mettre fin au conflit face au risque d'escalade. Sur Euronext Bruxelles, UCB a clôturé la séance en tête du Bel 20. Hors indice et Copac a nettement rebondi, atténuant ses pertes mensuelles. À l'opposé, Azelis a marqué le pas après son récent redressement. Athénor a de nouveau flanché et a atteint un plus bas historique. Les marchés sont particulièrement secoués par les tensions géopolitiques. Les indices boursiers ont tendance à corriger. Les obligations, elles sont en berne. Bonsoir Guillaume Duchesne. Bonsoir. Dire que le contexte n'est pas favorable, c'est en quelque sorte enfoncer une porte ouverte. Quelle attitude ou qu'envisagent les investisseurs ? Mais en fait, il y a un phénomène de mémoire collective, et d'ailleurs Christine Lagarde en avait parlé sur un autre plan du côté des ménages qui se souviennent vraiment de ce qui s'est passé en 2022 avec l'inflation. C'est un peu la même chose pour les investisseurs. Ils se souviennent déjà de 2022, ça c'est le premier point. C'est un marqueur et c'est une période pendant laquelle il y a eu effectivement un choc énergétique et puis finalement un impact sur les actifs, à la fois actions et puis obligations. Et donc un souvenir et une forme de prudence et d'incertitude autour d'un scénario de ce type-là. Alors il y a un autre marqueur, et lui, il remonte à plus loin, ce sont les années 70, avec ce phénomène de stagflation notamment. Oui, alors c'est ça, donc on retrouve le choc énergétique, mais avec un effet qui est beaucoup plus long, avec les deux chocs, et donc finalement, sur l'ensemble de la période, vous avez un effet qui est... en fait, les actions n'ont rien fait, en termes réels, elles n'ont rien fait, quand on tient compte de l'inflation. Les obligations, elles ont été pénalisées, parce qu'il n'y avait pas de visibilité, en tout cas, les banques centrales n'étaient pas vraiment présentes, et donc elles agissaient peut-être un petit peu en retard. Donc c'est vraiment un environnement qui a été très négatif pour les actifs. Et donc ça, évidemment, c'est plutôt un mauvais signal pour les marchés si on retourne dans ce type de situation. Alors ce que je vous propose, c'est de rester dans cette période défavorable des années 70. Est-ce que vous avez pu repérer des actifs qui, à l'époque, ont pu tirer leur épingle du jeu ? En fait, c'est assez simple. La stagflation, c'est pas bon pour les actifs financiers, boursiers, obligataires. Donc c'est le cash qui apparaît comme le grand gagnant. L'or, qui est vraiment un actif refuge dans ce genre de situation. Et puis alors après, c'est de voir un petit peu ce qui se passe au niveau sectoriel au sein des actions, où là, il y a beaucoup de secteurs qui ont tendance à sous-performer, notamment la consommation de base, parce que c'est quand même des secteurs qui sont a priori considérés comme défensifs. Donc on pourrait se dire, ça performe relativement bien. Consommation c'est pas le cas. De base, c'est de l'alimentaire. C'est l'alimentaire, donc c'est tous les secteurs défensifs, la pharma, vous avez les utilities, etc. Tout ça ont eu tendance à sous-performer. Et il y a deux secteurs qui finalement ressortent vraiment clairement. C'est l'énergie en sans doute, donc les pétrolières, le gaz a extrêmement bien performé dans les années 70, et puis la défense. Voilà, c'est vraiment les deux secteurs qui se distinguent très clairement dans les années 70. C'est une tendance qui est étonnante parce que là justement, en cette période de crise, et là on revient en temps présent, la défense, elle par contre tire un petit peu la langue. Est-ce que c'est pas paradoxal ? C'est paradoxal. Alors on peut trouver des explications. C'est vrai que nous on pense que c'est une tendance vraiment de long terme, mais on a déjà cette tendance depuis un petit moment. Donc c'est quand même avec des valorisations qui restent relativement chères. Donc ça a corrigé effectivement d'une dizaine de % depuis le début du conflit. Ça peut effectivement sembler paradoxal, mais on reste avec des valorisations qui sont élevées. C'est 30 fois les bénéfices. On est à la moitié pour l'ensemble du stock 600. Donc il y a quand même ce souci-là. Et puis c'est des valeurs quand même de croissance. Et les valeurs de croissance, elles ont eu tendance à être pénalisées par notamment la remontée des taux. Donc il y a quand même des explications de marché. Ok, là vous parlez de constat de marché, mais il y a aussi des explications qui sont, j'imagine, plus spécifiques. Les plus spécifiques, alors on se souvient, l'année dernière, c'était quand même la grande discussion des dépenses militaires, avec l'objectif et la pression notamment de Trump par rapport à l'OTAN, les pays de l'OTAN, donc d'essayer d'augmenter le budget. D'ailleurs, l'ensemble des pays de l'OTAN maintenant ont atteint le minimum qui est de 2%. Ça a été annoncé par l'OTAN là, très récemment. Bon, l'Allemagne aussi a fait des annonces. Et l'Allemagne a fait des annonces et elle est plus loin, ou en tout cas annoncé vraiment un plan de dépenses très conséquent, avec l'objectif d'aller très rapidement au suivant. L'objectif suivant, c'est 3,5% de dépenses militaires. Donc il y a ce plan-là, mais alors ce qu'on constate, c'est les communications récentes que l'Allemagne a pu faire, notamment, qui étaient de dire les dépenses, depuis le début de l'année, sont relativement modérées. Et si vous extrapolez sur l'ensemble de l'année ce qu'ils ont dépensé en l'espace de 2 mois, vous retrouvez avec un objectif qui est, un niveau qui est 35% en
dessous des objectifs. Donc il y a un sentiment, une espèce de doute qui existe du côté des investisseurs en disant les États vont pas être au rendez-vous. Par ailleurs, au-delà de l'Allemagne, qui n'a pas trop de problèmes de finances publiques, il y a quand même pas mal de pays où il y a un souci. Et donc se dire avec la remontée des taux, est-ce que finalement il va y avoir cette capacité? Ça c'est du côté des États. Et après, il y a du côté des entreprises. Les entreprises du secteur de l'armement ont parfois du mal à suivre la cadence. Donc ça, c'est un souci, d'être capable de fournir. Donc ça peut expliquer un peu la baisse, d'autant plus que là aussi, comme dans les années 70, il y a le problème des marges des entreprises, avec une pression, parce que les coûts énergétiques ont augmenté. Donc vous voyez, il y a tous ces éléments-là qui jouent défavorablement. Et il y a peut-être une dernière explication, qui est le caractère un peu disruptif de certaines innovations, notamment l'impact des drones. Les drones sont omniprésents et qui sont parfois beaucoup moins coûteux que les équipements que propose par exemple une maison comme Rheinmetall. Et donc il y a quand même cette question-là de dire il y a une pression très forte, à tel point que même la semaine dernière, le patron de Rheinmetall s'est agacé. Mais alors, il a été très négatif, c'était une critique très verte de la part de ce PDG, en disant finalement les drones ukrainiens, c'est effectivement des drones artisanaux qui n'ont pas vraiment grand intérêt. Et voilà, donc il s'est moqué très, très radicalement de tout ça. Et je trouve que vous avez été tempéré dans vos propos, dans la traduction de ces propos, oui, tout cas. Tout à fait. Merci Guillaume pour ce coup de rétroviseur, c'est toujours enrichissant. Bonne soirée. Et voilà qui referme ce Trends des marchés. Merci de nous suivre.